C'est donc pour ça que je dis que ceux qui pensent qu'on doit se battre avec leurs règles sont dans l'erreur. On ne peut pas vaincre le maître du jeu en utilisant ses règles, en utilisant même son jeu. Pour vaincre le maître du jeu, vous devez sortir de la table et lui donner un bon coup de poing. Mais ne surtout pas jouer. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Pour que l'Afrique sorte de la situation dans laquelle elle est, pour que tous les Noirs à travers le monde sortent de cette situation de faible, de dernier, on doit vaincre l'Occident à leur propre jeu. On doit vaincre l'Occident avec leurs propres règles. Alors, à chaque fois que j'entends une personne dire ça, j'ai beaucoup de mal à m'empêcher d'intervenir pour dire à quel point c'est faux. S'il y a bien une raison qui nous empêche de vaincre l'Occident et de vaincre d'ailleurs par ricochet tous nos ennemis, c'est ça. On joue à leur jeu macabre. On joue à leur propre jeu alors que ce sont eux qui définissent les règles du jeu. Celui qui définit les règles du jeu peut faire quoi? Vous l'avez compris. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'Afrique doit faire en sorte de sortir au plus vite du système de pensée occidental et de dégager fatalement tout point commun avec eux. À chaque fois que le capitalisme rencontre des obstacles, il parvient à se réinventer. Ce schéma perdure depuis l'époque des sociétés purement esclavagiste en Occident. Lorsque cette dernière a atteint ses limites, l'esclavage, les paysans ont été contraints à devenir des serfs, ce qui a instauré un ordre féodal. Cette transition a donné l'illusion aux classes les plus défavorisées qu'elles avaient gagné en liberté. Un serf était un paysan lié à la terre et assujetti à un seigneur féodal dans un système féodal européen de l'Europe médiévale. Voilà. Les serfs étaient obligés de travailler sur les terrains du seigneur et de lui verser une part de leur récolte, de lui fournir aussi divers services. Et en échange, le seigneur lui offrait une certaine protection et une forme de sécurité économique. Voilà, c'est ce qu'il fournissait aux serfs. Je vais donc vous le dire, ces gens n'étaient pas libres. C'était un peu comme les gens de la mafia là. Ouais, on va t'apporter protection si tu nous donnes quelque chose. Mais en attendant, si tu ne nous donnes rien, c'est nous qui serons ton problème. Vous voyez le principe. Donc non seulement les serfs n'étaient pas libres, mais ils ne possédaient aucun droit de propriété et aucun droit sur les terres qu'ils cultivaient. Contrairement aux paysans qui, eux, possédaient leurs terres, mais devaient quand même toujours donner quelque chose au roi parce que, voilà, protection quoi. Lorsque les serfs ont commencé à se révolter contre les principes et les rois du féodalisme, les serfs et les paysans d'Angleterre, par exemple, ont été dépossédés et on a commencé à tous les faire travailler dans des ateliers à la période manufacturière, ce qui a marqué le début de la formation de la classe ouvrière. Au moment où la période manufacturière a commencé à s'essouffler, notamment avec la découverte de la vapeur et de l'électricité, au moment même où les usines sont apparues, on a fait croire à la classe ouvrière qu'elle était beaucoup plus libre que les esclaves, que les serfs et que les travailleurs manufacturiers. Mais sur le fond, ce sont juste des classifications sociales parce que rien n'a changé pour la classe ouvrière. La seule chose qui a changé, c'est la forme. Maintenant, chez les ouvriers, il y a eu pas mal d'abus. Donc, pendant que le capitalisme était en train d'absorber les droits de tout le monde là, ils ont fait quoi? Ils ont instauré le syndicalisme pour apaiser les travailleurs. Mais la plupart des gens, des chefs des syndicats, sont soumis au système. Et pas à pas, le mécanisme créatif du capitalisme a encore été déployé. Même durant l'esclavage des Noirs à travers le monde, vous allez voir une formidable adaptation du capitalisme. De 1619 à 1865, le capitalisme a besoin de mains gratuites pour bâtir leur siège mondial, n'est-ce pas? Pour ce faire, les Africains ont été enlevés de force de leur continent d'origine, réduits à toute forme de bassesse et de cruauté, puis mis en esclavage aux États-Unis. Ils ont été exploités comme étant main-d'œuvre gratuite pour toutes sortes d'industries qui a fait la fortune de l'Occident actuel. Les luttes de libération contre l'esclavage étaient si violentes et si fréquentes qu'ils ont vu la fin de l'esclavage arriver rapidement. Ça a motivé la guerre civile de 1865 à 1877. Après l'abolition de l'esclavage avec le 13e amendement en 1865, les Noirs ont continué à être exploités en étant très mal payés, littéralement payés une misère, voire rien du tout en continuant de travailler gratuitement et en subissant un nombre incalculable d'abus. On les a fait croire qu'ils étaient libres. Mais on le sait,
Les Noirs de l'époque avaient à peine le droit de se déplacer sur les rues qu'ils construisaient eux-mêmes. L'adoption et l'application de lois ségrégationnistes passaient donc un message clair. Maintenant, quand on arrive en plein ère de la ségrégation, 1877 à 1960, les lois Jim Crow ont été mises en place dans de nombreux États américains, imposant la ségrégation raciale dans les écoles, dans les lieux publics, dans les transports et dans d'autres domaines de la vie quotidienne. Comme toujours, les Noirs étaient relégués à la dernière place. Ils ont fait face à des discriminations systémiques et à la violence raciste, y compris à des lynchages qu'il est tout simplement impossible de quantifier aujourd'hui. C'est impossible, tellement il y en a eu. Grâce à la renaissance de Harlem et au mouvement des droits civiques de 1920 à 1960, il y a eu l'impulsion de la lutte acharnée. Malgré les défis, cette période a vu l'émergence d'une renaissance culturelle noire, notamment à Harlem avec des artistes, des écrivains, des intellectuels noirs. Le mouvement des droits civiques dirigé par des figures telles que Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X et j'en passe, a lutté contre la ségrégation et la discrimination raciale. Et une fois de plus, ils ont vu que le système de ségrégation n'allait plus durer. On passe donc à la période du mouvement de droits civiques et ses suites, donc de 1960 à 1970. Ce fut une période de mobilisation massive, de manifestations, de boycotts et de législation fédérale pour garantir les droits civiques et l'égalité des Africains qui vivent en Amérique. Ils ont fini par céder. Il y avait les lois, maintenant, elles n'étaient pas appliquées. L'après-mouvement des droits civiques dans les années 70 à nos jours. Bien que les progrès aient été accomplis en matière de droits civiques, les Noirs ont continué à faire face à des défis économiques importants et à des défis sociaux encore plus importants tels que la pauvreté, le chômage, la criminalité, la disparité en matière de santé et d'éducation. Aujourd'hui encore, lorsqu'un Noir arrive dans un hôpital, il est moins bien pris en charge que quiconque. Mais le système capitaliste n'est pas bête, il faut encore qu'il s'adapte. Donc ils ont été obligés avec le temps de faire des avancées significatives dans les domaines de la politique, de la culture, de l'éducation et dans le domaine des affaires. Et pour ça, ils ont permis la création de quelques leaders noirs, en dehors de ceux qui se sont faits eux-mêmes. Ils ont permis la création de quelques leaders noirs dans divers domaines qui se chargent dans les grandes lignes de calmer les autres, voilà. Mais on le sait, jusqu'à présent, nous ne sommes pas libres. On continue de se faire étouffer par le système et par le capitalisme. C'est depuis les années 1940 que la théorie des jeux a vu le jour. La phrase la plus importante de cette théorie est la suivante, et c'est ça que je veux que vous reteniez. Si vous sentez ou réalisez que vous allez perdre le jeu, changez les règles. Les étapes du système que je viens de lister confirment cette phrase, confirment cette règle. Je dis bien, c'est la règle la plus fondamentale. Si vous sentez ou vous réalisez que vous allez perdre le jeu, changez les règles. Tout au long de leur histoire, les gars ont changé les règles et ça continue encore. Puis, on s'adapte, on comprend les nouvelles règles et quand on est sur le point de gagner parce que on se défend avec ces règles-là, ils changent encore les règles. C'est donc pour ça que je dis que ceux qui pensent qu'on doit se battre avec leurs règles sont dans l'erreur. On ne peut pas vaincre le maître du jeu en utilisant ses règles, en utilisant même son jeu. Pour vaincre le maître du jeu, vous devez sortir de la table et lui donner un bon coup de poing. Mais ne surtout pas jouer. D'ailleurs, ça me rappelle quand je regardais un film Escape Game, je ne sais pas exactement lequel c'est. Et ils avaient tout un tas de règles là qu'ils mettaient. Vous connaissez le principe des Escape Games. On vous met dans une pièce et vous devez trouver le moyen d'en sortir. Sinon, vous mourrez du moins. C'est comme ça dans le film. Et donc, à chaque fois que je voyais le film, je dis bien à chaque étape, je me disais, je ne joue pas, je fais X. On me demande de faire je fais tout pour ne pas jouer. Et justement, à la fin du film, on te fait comprendre que la seule personne qui a refusé de jouer, c'est la seule personne qui a survécu. Ce n'est pas pour rien, parce que le maître du jeu contrôle si bien le jeu que si jamais quelque chose ne se passe pas comme il veut, il change les règles. Vous n'avez jamais entendu parler de la fameuse phrase « le casino gagne toujours ». C'est le même cas ici. Le maître du jeu gagne toujours. La théorie des jeux est une branche des mathématiques et de l'économie qui étudie les interactions stratégiques entre les agents rationnels tels que les individus, les entreprises ou des nations qui prennent des décisions en fonction de leurs actions et des actions des autres. La théorie du jeu est utilisée dans de nombreux domaines tels que l'économie, la biologie, les sciences politiques, la sociologie et même dans des disciplines plus pratiques comme la planification stratégique en entreprise. C'est une théorie qui fournit des outils pour analyser les interactions complexes entre les agents rationnels et pour prédire les résultats possibles dans diverses situations stratégiques.
Quand on revient dans l'histoire, suite au malaise causé par le syndicalisme, le système a immédiatement produit l'ISO et peu après, ils ont créé le TQM, le Total Quality Management. De nombreux autres concepts ont suivi les uns après les autres. Satisfaction des employés, marque de l'employé, marque de l'employeur, expérience du client, innovation, gestion de la perception, ressources humaines, durabilité, etc., etc. Et récemment, on a eu les réseaux sociaux. Le travail hybride ou à distance, l'intelligence artificielle qui sont venus s'ajouter à ces libertés irresponsables et illimitées. Et vous allez donc vous rendre compte qu'ils ont fait la même chose partout à travers le monde. En Afrique, après la colonisation, ils ont enchaîné des périodes de transition. Quand les peuples ont tout donné pour leur liberté, ils ont fait en sorte de changer les règles. Ce n'était plus le colonialisme, maintenant, c'était la néocolonisation. Ils ont appelé ça des partenariats. Comme le néocolonialisme actuellement est en train de mourir, les gars réfléchissent et sont déjà en train de mettre sur pied d'autres alternatives. Prenez n'importe quel domaine de la vie où l'Occident a eu un jour l'avantage. Vous allez voir que dès qu'ils ont vu que cet avantage se perdait, ils ont mis en place des règles qui ont tout bouleversé. Ils ont totalement changé les règles. Par exemple, le capitalisme, c'est quoi? C'est la propriété privée techniquement. Quand la Chine a pris l'avantage, ils ont enchaîné des sanctions. Ils ont enchaîné des restrictions. En 2022, lorsqu'ils ont pris les propriétés des milliardaires russes en Occident, on est d'accord que c'est clairement bafoué les fondements du capitalisme. Mais tout d'un coup, là, le capitalisme, ce n'était plus la propriété privée. C'était maintenant des questions de morale. Un autre exemple aussi, c'est après nous avoir rabâché pendant des dizaines et des dizaines d'années qu'on doit travailler dur pour aussi devenir riche et acheter plein de choses et posséder plein de choses. Maintenant, on nous annonce qu'on ne possédera rien et on sera quand même heureux. Et que c'est même la meilleure façon d'être heureux. Que pour être heureux, on ne doit rien posséder. Est-ce que vous comprenez maintenant où je veux en venir ? On ne peut pas faire confiance à un système qui change uniquement pour nous désavantager. Donc, pour vaincre un système, on doit sortir de ce système. C'était une réflexion que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.